Bonsoir Manuel Bompard, vous êtes Bonsoir. député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Que pensez-vous de ce qu'on vient d'entendre, cette annonce d'Emmanuel Macron, 2 milliards d'euros d'impôts de baisse pour les classes moyennes? C'est clairement une opération de diversion. On vient de voler 2 ans de vie à la retraite aux gens et on leur dit vous inquiétez pas parce que vous allez avoir 2 milliards d'euros de baisse d'impôts. En vérité, annoncer des baisses d'impôts comme ça ne veut pas dire grand-chose si on ne précise pas lesquelles, à qui ça va profiter. Alors, il a l'air de dire que ce serait pour les classes moyennes. Je rappelle que la politique des 5 premières années du bilan d'Emmanuel Macron, c'est une politique qui a profité en priorité aux 0,1% des plus riches du pays. Donc la question de la justice fiscale, elle ne va pas être réglée par le fait qu'on annonce comme ça 2 milliards d'euros de baisse d'impôts. Bon, de manière générale, j'ai eu l'impression d'assister à un énième discours d'autosatisfaction et le sentiment que le président de la République n'avait pas bien entendu ce qui s'est passé dans ce pays depuis maintenant plusieurs mois et que ce discours, il aurait pu le tenir il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Ça aurait été le même. Donc voilà, je ne crois pas qu'il ait rassuré grand monde ce soir. Vous dites diversion, autosatisfaction? Oui, diversion, autosatisfaction, c'est presque mot pour mot ce que j'ai entendu de la part de la représentante du Rassemblement national juste avant. Donc, Ça devrait vous excusez-moi. inquiéter. Si on est Non, tous au d'accord contraire, sur ce que dit Emmanuel que Macron, le ça devrait vous... Rassemblement national et la France insoumise soient d'accord, oui, ça m'inquiète pour votre position, mais en réalité, ça me rassure dans la mienne. De façon très claire, pour pouvoir apprécier où on va, il faut savoir aussi d'où on vient. Et en 2017, j'aimerais juste qu'on le rappelle, la France était un pays qui a été désindustrialisé. On était avant tout des consommateurs plus que des producteurs. On avait un chômage important, un chômage de masse qu'on considérait comme une fatalité dans notre pays. Et nous avions un sujet d'équilibre aussi budgétaire. Aujourd'hui, nous avons 13 milliards d'investissements annoncés, plus de 8 000 emplois créés. Et à ces chiffres-là, ces 2 chiffres que je viens de vous citer, qui sont quand même importants, s'ajoutent ceux des années précédentes. Parce que oui, ce n'est pas la première année, ni la deuxième, ni la troisième, mais bien la 4e année que la France est le pays le plus attractif d'Europe. C'est faux. Donc, est-ce que pour une fois... C'est faux, vous êtes en train Oui, de je dire sais, c'est toujours Non, faux. mais Il n'y a que vous qui avez raison. écoutez, La j'ai pas parole fait vraie, c'est chez Jean-Luc Mélenchon. Je le dis de Non, mais façon madame, très claire. madame, Pour être très clair, madame. est-ce que pour une fois, on pourrait être fier d'être français? Non, mais moi, je Ça ne suis veut pas fier dire d'être d'être dans français, il n'y a pas de l'autosatisfaction, problème. Mais ce mais que vous aussi venez de dire est faux. apprécier les actions. Si, c'est vrai. Non, la France en C'est- Europe est 6e en termes d'attractivité, contrairement à ce qu'a dit le président de la Oui, République ce c'est soir. vrai. Vous prenez le chiffre en nombre La de rancœur pour projets, seule alors que la valeur et du réalité, coup, c'est le le montant mépris des pour projets celle qui compte. Et en termes de montant de projets, la France est 6e en Europe dans le classement que vous venez d'indiquer et 17e dans le monde. Donc, si vous voulez, je peux On a juste toujours un problème corriger sur les vos chiffres erreurs. avec vous. Je peux juste corriger vos Non, erreurs. c'est Ça ne pas veut pas des dire erreurs, que c'est des j'aime pas la faits. France. Vous comprenez? C'est C'est des juste que faits. j'aime la vérité. Est-ce que vous pouvez reconnaître que nous sommes un pays attractif, nous créons de l'emploi, nous créons plus d'entreprises que nous n'en fermons, et nous avons un sujet aussi, effectivement, pour le sujet du travail qui paye mieux. Et c'est enfin un sujet important, parce que pendant longtemps, je le dis, le sujet, c'était de trouver un travail. Aujourd'hui, on arrive vers le plein emploi, et donc le sujet est que le travail paye mieux. Je veux juste, Notamment, je veux juste faire une parenthèse concrète sur ces 2 milliards qui s'affichent, 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. C'est pour qui? C'est pour quand? C'est Justement. quoi exactement 2 milliards d'euros de baisse d'impôts? Et combien dans la poche des Français, des classes moyennes à la fin? Exactement. Effectivement, il y a une annonce qui a été très importante aujourd'hui, c'est de continuer à baisser l'imposition sur les Français. Pourquoi je dis continuer? Parce que nous avons agi depuis 2017 sur cela. Baisse de l'impôt sur le revenu, notamment sur les tranches les plus basses, c'est 4 milliards d'euros. Suppression de la taxe d'habitation, suppression de la redevance audiovisuelle, baisse des cotisations salariales. Et nous devons continuer. Nous devons continuer notamment pour les Françaises et les Français qui ont l'impression d'être pris en tenaille parce qu'ils gagnent trop pour être aidés et pas assez pour vivre bien. Et donc, ça peut changer aussi au regard d'où on habite, de ce qu'on fait et de sa composition familiale. Tout cela, nous devons être capables de l'apprécier dans le cadre d'un travail parlementaire que nous devons faire en sérénité, mais surtout en responsabilité. Et donc, c'est Le quand? président de la... il y a le projet de loi de finances qui va arriver bientôt, qu'on va commencer à regarder, à travailler. donc c'est dès cette Il y année. a le sujet, je l'espère et je le souhaite, D'accord. et nous sommes... C'est pas ce que dit et Emmanuel, nous c'est pouvons... pas ce que dit Emmanuel Macron. Mais nous pouvons nous saisir des projets qui arrivent, nous pouvons nous saisir des propositions de loi qui arrivent. Je vous invite à le faire, Manuel Bompard. Mais vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais sans doute Très pas bien. pour faire les mêmes propositions que les vôtres. Mais ces 2 milliards, qu'est-ce que vous en faites?
Mais ça veut rien dire, 2 milliards, on ne Ah sait bah pas de si, quoi ça on veut parle. dire. Je vous donne un La exemple. C'est suppression de la taxe d'habitation, ça ne veut pas rien dire pour beaucoup de Non, Français. mais attendez, madame, vous avez supprimé, par exemple, l'impôt de solidarité sur la fortune. Bon, si je vous propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, vous allez me dire que Regardez, je vais augmenter. On Écoutez, parle madame, de baisser les impôts, de supprimer les attendez, impôts. La France attendez, insoumise laissez-moi veut juste terminer, en j'essaie créer. de vous faire juste une explication. Allez-y, monsieur. Si je vous dis que je suis favorable, et c'est le cas, à rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, vous allez me dire que je vais augmenter les impôts de 8 milliards. Alors que la réalité, c'est que je n'augmenterai pas les impôts de 8 milliards pour l'ensemble des Françaises et des Français, mais j'augmenterai juste les impôts pour une toute petite minorité, c'est-à-dire les plus riches de ce pays. Donc donner comme ça un chiffre global de baisse d'impôts sans dire à qui ça va s'appliquer, Mais je viens de vous le sous dire. quelle forme ça va s'appliquer. Non, vous en savez rien. Vous avez dit que vous espérez que ça va être dans le projet de loi. Mais non, Monsieur monsieur. Bompard, si je peux me permettre juste. Vous pouvez ce vous qui- permettre. C'est Il n'y a pas de problème. C'est gentil. D'habitude, je ne demande pas l'autorisation, mais C'est là, vrai. est-ce que dans votre programme politique, il y a un objectif de baisser les impôts des classes moyennes? Parce que Je vais c'est vous un répondre. discours qu'on entend beaucoup au Rassemblement national, à droite. Maintenant, c'est une sorte de marotte du côté du gouvernement. À la France insoumise, la question des classes moyennes, on l'entend pas particulièrement. Précisément, ces publics qui ont le sentiment d'être un petit peu pris J'entends entre tout à deux fait. feux. Est-ce que c'est un objectif de baisser Je leurs vous, impôts? je vous remercie pour votre question. Ça me Mais permet c'est de leur préciser. revenu, je pense, plutôt. Ben, je crois pas, parce De que baisser pour leurs l'instant, il y a impôts. ceux qui sont au pouvoir qui s'en occupent. Vous inquiétez pas, monsieur de Cossigny, et leurs prédécesseurs aussi. Et d'ailleurs, sans doute, vous les lui avez Il n'y a pas de vous les suivez. particules. Excusez-moi, monsieur de Cossigny, excusez-moi. Bon, pour Ça, répondre je à sais votre pas. question, c'est très simple. Le programme, il n'y a rien de secret dans ce que je vais vous dire. Le programme fiscal que nous proposons est un programme qui conduirait à une augmentation des impôts pour 7% de la population, à une baisse d'impôts pour 93% de la population. Et ça permettrait de générer 10 milliards de recettes fiscales supplémentaires pour l'État. Donc la question n'est pas de À savoir... partir de quel seuil on augmente les impôts? Je vous Par ai dit mois. 93% des Français qui verraient... 93%, donc on doit être à partir de À quoi? partir de 4 000 c'est euros ça, à peu d'accord, près. voilà. Bon, Ok. maintenant pour le reste, si vous voulez vous adresser à cette question, et vous avez raison, c'est une vraie question, d'un certain nombre de personnes qui n'arrivent plus dans ce pays à vivre de leur travail, moi, on aurait pu imaginer ou espérer que le président de la République fasse des annonces en matière salariale. Alors vous allez me dire, c'est pas le président de la République qui fixe les salaires. J'en suis conscient. Ah, laissez Ah, Priscatel vous on répondre avance. là-dessus. Vous faites un débat avec vous-même. Mais les questions et les je réponses. ne vous ai pas, Oui, je je ne vous ai pas attendu pour le savoir. écoute. Sauf que le président de la République ou le gouvernement et la majorité a la possibilité de déterminer le montant du SMIC, a la possibilité de augmenté. prendre. Oui, mais De combien? si vous avez l'impression, vous pensez que les gens vivent bien avec le SMIC Mais aujourd'hui? non, justement. Bon, donc C'est- c'est pas suffisant. Donc je vous propose de mettre le SMIC à 1 600 euros et ensuite de convoquer une conférence sur les salaires ou pourquoi pas de réindexer les salaires sur l'inflation. Parce que En période l'inflation. d'inflation, oui, c'est très intéressant. Oui, c'est très intelligent. Donc ça va nourrir L'inflation, encore madame, plus elle a l'inflation augmenté et de 5. s'auto-alimenter. Madame, C'est pas madame, moi qui le dis, c'est Prisca Tello. l'expérience. On l'a Prisca déjà vu. Tello. Oui, c'est moi. L'inflation dans ce pays, depuis un an, elle a augmenté de 5,7%. En moyenne, les salaires dans le privé, ils ont augmenté de 4,6%. Mais- Vous pouvez prendre les éléments par tous les bouts Je que vous prends pas voulez. les éléments, je prends les Le actions. pouvoir d'achat, il a baissé pour les gens aujourd'hui. Donc si vous trouvez ça bien, très bien. C'est- Moi, c'est je vous pas dis ce qu'il que faut faire je suis des en train de annonces en dire. matière Mais il faut répondre sur salariale. ce point-là précisément. Emmanuel Bompard dit ce soir, Emmanuel Macron, effectivement, explique que sur les salaires, il ne peut pas tout faire. Non, mais moi, ce que je trouvais assez étonnant, c'est que j'ai un élu qui se revendique de gauche, Je je vous le pense, confirme. c'est ça, et qui m'explique quelque part, si on tire le trait, que le dialogue social ne sert à rien dans notre pays. Bah, on l'a vu C'est là quand même incroyable. C'est quand même. Ah, vous êtes de Bah, gauche maintenant, excusez-moi. monsieur Ah non, Consigny, mais pardon. excusez-moi, je vous ai dit ça. Excusez-moi, monsieur Consigny. On a quand même. Je trouve Non, mais ça quand même justement. un peu fort de Eh ben, café. écoutez, souffrez que parfois Je on souffre. constate Non, les je choses de souffre pas, je manière constate. objective sur tous les bords de l'échiquier politique. Voilà. On ne peut pas dire quand même qu'Emmanuel Macron se soit illustré par un goût foudroyant pour le dialogue social. C'est C'est pas exactement ce qui a été formidable. démontré pendant Formidable. la réforme des retraites. C'est formidable Bah de non, la mais part de. Non, mais quand même. je trouve ça incroyable. Mais non, Et mais c'est- et c'est quand même savoureux. Objectif. C'est celles et ceux qui n'ont rien fait pendant des années viennent s'offusquer aujourd'hui Ah qu'on bon puisse agir. Sarkozy Pardon. n'a pas fait de réforme des retraites, Hollande n'a pas fait de réforme des retraites. Ils Vous ont êtes- tous les vous deux étiez fait de- des réformes des retraites pendant leur seul mandat, tandis qu'Emmanuel Macron n'avait pas fait de Et réforme donc, des on est retraites obligé de pendant remettre- son premier on est- mandat. On est Donc, obligé il l'a de fait pendant le remettre deuxième sur le mandat, tapis mais il ne l'a fait cette sans réforme. Mais il l'a fait sans aucun dialogue Changez social. pas de sujet, on vous a dit que vous étiez Mais non, mais incapable je de faire un comprends dialogue pas. Il n'y a social. pas eu de dialogue Mais attendez, social. pardon, Attendez, mon sur père, ce- il me sur ce parle, point-là, excusez-moi. Vous avez 800 Emmanuel Bompard. Je veux bien, mais- Priscatel, sur ce point-là qui est soulevé par Charles Consigny, Ouais, qui vous dit il a le dialogue le dialogue social Il n'y a pas eu n'a de pas été le fort dialogue. jusqu'à maintenant du président Macron. Contrairement à ce C'est qui ça. se passe sur ce plateau. Exactement, on est là pour le dialogue. Oui, pardon, c'est un débat politique surtout. Mais non, mais entendez, encore une fois, est-ce qu'il y a eu une forte colère sur la réforme des retraites mise en œuvre? Bien évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de dialogue? Si, il y a eu un dialogue. Et je suis désolée, on peut en Dialogue de témoigner. sourds, disons. On a eu, si vous voulez, mais dites-le comme vous voulez. Moi, je peux vous le dire qu'il y a eu des auditions, il y a eu des échanges, et je peux même vous le dire de façon très concrète. J'ai fait une réunion publique
sur le sujet de la réforme des retraites. Ah, tout va J'ai bien. eu bien évidemment, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Bon, Vous savez, et- ça c'est le mépris. Mais Ça c'est le pas mépris du de considérer mais vous que allez je suis pas en train nous de dire que expliquer tout faire va une bien. audition d'un Eh syndicaliste, bien, c'est du dans dialogue cette social. réunion, Prisca Thévenot, soyons sérieux. faites des réunions publiques et voyez ce qui se passe. Mais Mais ouvrez je fais des réellement, réunions pas publiques, simplement vous entre inquiétez militants. pas. Et vous verrez, confrontez-vous au réel Mais aussi. qu'est-ce que vous avez Et donc- entendu des demandes des Et donc moi, ce que j'ai organisations syndicales entendu sur les surtout retraites de la Qu'est-ce que vous avez CGT, pris en ce compte que j'ai entendu de la CGT, qui était présente à cette réunion publique et qui a participé à cette réunion publique et qui a participé aux échanges, c'est que oui, il y avait un désaccord sur la réforme des retraites, mais que le dialogue n'était absolument pas bloqué. Au contraire, on parlait de comment faire en sorte que le travail paye mieux. On parlait notamment de comment faire en sorte que celles et ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois malgré leur travail, eh bien, puissent être mieux rémunérés. Donc vous voyez, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il est souvent complexe, compliqué, mais il est existant. Et justement, sur ce point, Gilles Boulot a interrogé Emmanuel Macron en lui demandant ce qu'il pensait de ceux qui le traitaient de méprisant. On va écouter sa réponse. Je ne sais pas si vous a convaincu. Est-ce que vous pensez de sa définition du mépris? Mais je sais pas, mais si on croit à sa définition du mépris, il a encore été très méprisant ce soir. Il vous vise, hein. Mais non, mais d'accord, mais moi, je il le vous vis. vise hein, quand il dit ça ce soir. Parce que des mensonges dans son intervention ce soir, il y en avait un certain nombre. Par exemple, quand le président de la République dit l'année dernière, on a triplé la prime Macron, c'est faux. Et là, vous avez triplé le plafond de la prime Macron. Il y a 80% des gens qui n'ont pas eu accès à la prime Macron. Mais ça, par exemple, précisément, c'était un mensonge. Mais c'est pas Voilà. du mépris. Non, Enfin, non, vous mais c'est lui qui a répondez. dit que quand on était méprisant, c'est quand on mentait aux gens. Donc je dis que ce soir, il a été très méprisant. Pour le reste, ce soir, c'était encore une intervention pleine de mépris. Par exemple, quand vous dites il n'y a eu aucune grève dans le privé aujourd'hui, que tous les salariés du privé n'ont pas pu se mettre en grève dans cette mobilisation sur la réforme des retraites, notamment parce qu'il y a des difficultés liées à l'inflation, c'est une évidence. Mais dire à des salariés qui ont perdu des journées et des journées de salaire parce qu'ils sont rentrés en grève contre cette réforme des retraites, finalement, vous n'avez pas existé, je trouve ça très méprisant. Et tout à l'heure, quand vous avez dit les emplois industriels, tout va bien, je trouve ça très méprisant pour, par exemple, des ouvriers de l'usine Valdune qui sont en train de se rendre compte que leur usine va fermer. Vous voyez, tout va pas bien en matière industrielle. Donc quand on veut pas être méprisant, on essaye de tenir compte de la réalité, de la complexité de ce qui se Sur passe. un point que soulève Manuel Bompard ce soir, concernant justement l'une des interventions qui a été retenue de la part du président de la République, quand il explique que des grèves dans le privé, il n'y en a quasiment pas eu. Que les blocages, les violences, etc., c'est pas ça la France, qu'il met de côté un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Effectivement, Manuel Bompard vous dit, là, il y a du mépris. Non, il n'y a pas de mépris, il y a une réalité. Souvenez-vous, et notamment de la part de la France Insoumise, ça vous fait rire, mais c'est vraiment pas drôle en fait. Non, c'est votre... vous en rajoutez dans le... Je réponds à une question. Oui, allez-y. Sur la France Insoumise, vous nous avez promis de bloquer le pays pendant des jours, des semaines, des mois. Certes, il y a eu des grèves, certes, il y a eu des revendications, il y a eu des colères exprimées, mais il est faux de dire que le pays a été bloqué pendant des semaines et des mois consécutifs, successifs. Et ça, je pense que c'est aussi important de le souligner. Pourquoi? Parce que si nous attirons encore pour la 4e année consécutive des investisseurs étrangers avec à chaque fois des montants qui augmentent, c'est parce que oui, notre pays est stable. Et c'est rassurant. On n'est plus un record alors, hein. Vous avez corrigé par rapport à Si, ça. on est pour la 4e année consécutive le premier pays le plus attractif. Mais vous avez le sentiment qu'on a vécu des mois... Alors si vous voulez, si ça vous... Alors souffrez, je vais vous le dire, mais toute la soirée si vous voulez. Vous verrez que Non, mais de toute façon, c'est pas très compliqué. Non, juste une chose. Là-dessus, sur ce point-là, le travail de vérification, il a été fait en direct tout à l'heure pendant une interview par Gilles Boulot, qui a expliqué que, de fait, Emmanuel Macron l'a reconnu. Quand vous prenez le nombre d'emplois créés par ces projets industriels. En montant, je vous dis, moi. Mais moi, je vous parle en nombre d'emplois. En nombre d'emplois, on est derrière. C'est vrai aussi. En nombre d'emplois, on est derrière. Emmanuel Macron l'a reconnu ce soir. Donc, oui, parce que ça se projette, mais on parle d'investissement étranger. Encore une fois, on pourrait tourner en rond et se dire que tout va mal, rien n'est bien, etc. À un moment, je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître ce qui se passe bien. Et oui, nous sommes un pays attractif pour la 4e année consécutive. Nous créons plus d'emplois que nous en perdons, nous créons plus d'entreprises que nous en fermons, et ça va aller en augmentant. Donc on pourra retourner les choses dans le... Juste d'abord, je vais juste faire mon Emmanuel Dutheil, même s'il est plus sur ce plateau. En gros, il va revenir. Il va revenir. Emmanuel Dutheil, je précise pour ceux qui l'ont... C'est le célèbre patron de la rédaction. le célèbre chanteur. Non, il n'allait pas chanter. C'est le patron de l'usine Nouvelle, de la direction de la rédaction de l'usine Nouvelle. En gros, en nombre de projets, on est les premiers en Europe. Mais le problème, c'est que quand vous regardez, en moyenne, lorsqu'il y a un projet en Europe, c'est 33 emplois qui sont créés, alors qu'en Allemagne, c'est 58. Donc presque le double. Donc en fait, au final, en Allemagne, il y a plus d'emplois industriels qui sont créés avec des investissements directs étrangers. Nous ne partons pas au même niveau sur la ligne de départ. Et c'est ce que je vous disais il y a à peu près 15-10 minutes.
minutes. On est les premiers. Mais écoutez, les Allemands sont quand même loin devant. écoutez, est-ce que vous pouvez reconnaître que la situation a drastiquement changé depuis 2017 sur le sujet de l'emploi et de l'industrialisation? Bah non, mais écoutez, Madame Thévenot. Ah non, on n'a pas créé d'emploi. On n'a pas créé d'emploi. On n'a pas d'investisseurs qui viennent. On n'a pas des projets qui reviennent en France. Exactement. C'est quand même incroyable. On s'est quand même rendu compte, Madame Le taux de Thévenot. chômage est le même qu'il y a en 2017. Non, mais c'est bien d'y croire en tout cas. Non, le taux de chômage est le même qu'en 2017, monsieur. La foi, ça parfois. C'est pas la foi, c'est les faits. Je suis pas dans la croyance. Vous l'avez reconnu sur le chômage tout à l'heure, Charles Consigny. Vous l'avez reconnu. Mais là, je suis là, alors ça le chiffre. Je peux reconnaître ça devant moi. Un cancérologue qui dira à son patient ça va aller mieux. La etc. comparaison n'est pas bonne, je pense. Un peu. Je suis désolé parce que ne créez pas une polémique qui n'existe pas. Je vous dis que vous êtes dans la méthode Coué. On s'est aperçu quand même. Mais pourquoi pas? C'est une méthode, la méthode Coué. Le taux de chômage, c'est une déni de réalité plus méthode Coué, ça commence. Vous l'avez dit vous-même, il y a une réalité. On s'est aperçu pendant le Covid qu'on ne produisait plus rien en France, par exemple. On s'est aperçu qu'on ne savait plus produire ni des masques, ni des médicaments, ni des respirateurs. Appelez M. Hollande et M. Sarkozy et demandez-leur des comptes. Oui, mais enfin, M. Hollande, qui était le secrétaire général de M. Hollande? Macron a toujours été là depuis 20 ans, 30 ans. C'est vrai que c'est le responsable de tout et il est engagé sur rien. Il est engagé auprès de M. Hollande depuis... à peu près 2000. Charles, si on veut être tout à fait honnête, Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint. On ne peut pas dire qu'il y a une continuité dans la politique menée entre François Hollande et Emmanuel Macron du point de vue. Point de vue. Non, mais bien sûr. Vous offusquez ce que vous avez échoué à faire il y a quand on est secrétaire général adjoint de l'Élysée, et ministre de l'économie, on est là pour tondre la pelouse, bien sûr. Et donc on est comptable de rien. Et quand on est ministre de l'économie, on est là pour faire quoi? Pour faire du bateau sur la Seine. C'est bien connu, c'est à ça que servent les ministres de l'économie. Donc je suis désolé. Je pense que Charles, que la politique menée depuis 2017, quoi qu'on en pense, n'est pas exactement la même que celle menée du point de vue fiscal entre 2017 entre 2012 et 2017. Entre 2017 et 2020, il se passe, mais moi je prends quand même les années ministérielles et élyséennes d'Emmanuel Macron, entre 2017 et 2020, il se passe quand même 3 ans. Et donc, quand Mme Thévenot dit « reconnaissez que depuis 2017, la situation a beaucoup changé sur le plan industriel et sur le plan de l'emploi », je suis désolé, nous sommes un pays, malheureusement, je ne dis pas pour polémiquer, qui a continué à se désindustrialiser profondément et qui, sur le plan de l'emploi et de l'économie, en tout cas, ne s'est pas enrichi, Madame Thévenot. C'est une réalité. C'est triste à dire. Moi, je réprouve cette situation. D'ailleurs, je suis ravi qu'il y ait plein de chefs d'entreprise en ce moment à Versailles, y compris Elon Musk, puisque décidément, Emmanuel Macron aime les stars internationales. Donc, un coup, il est avec Mbappé, un coup, il est avec Elon Musk. On voit bien que ça fait plaisir. Mais c'est pas grave. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, même la droite, maintenant, elle compte les chefs d'entreprise. Vous reconnaîtrez qu'il a plus de facilité à s'afficher avec des stars internationales qui gagnent qu'avec des gilets jaunes qui lui disent les problèmes qu'ils ont au quotidien. Ça, c'est quand même malheureusement c'est factuel. Il y avait que des élus. Le grand débat, il y avait que des élus. Les déplacements sur le terrain, il y a à peu près 3000 CRS par déplacement. La droite est contre les chefs d'entreprise et les élus. Charles, il faut conclure. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de conclusion. Simplement, moi, c'est une diatribe pour nous dire que vous n'aimez pas Emmanuel Macron. Très bien, mais c'est pas que je l'aime pas. Moi, je l'aime beaucoup à titre personnel. J'ai pas de sujet. Vous voulez en venir à quoi? Je dis qu'il y a un déni de réalité et que malheureusement, et c'est ça la question qu'on devrait se poser, la situation de la France, malheureusement, ne s'est pas améliorée. Notre pays s'appauvrit, notre pays perd en influence, on le voit dans la crise ukrainienne, notre pays perd en puissance, les perspectives des Français sont pas bonnes, les services publics ne marchent pas bien. Donc, c'est quand même... voilà. Et je pense que c'est pas en faisant de la communication comme on l'a fait là ce soir, comme Emmanuel Macron l'a fait là ce soir, que la situation va s'améliorer. C'est juste ça que je dis. Et pour régler le problème, il faut pas nier la réalité. On vit dans deux mondes différents. Enfin, c'est justement, je suis d'accord avec vous sur un point. Pas de communication, mais de l'action. Et l'action, je suis désolée, elle se mesure, elle se voit. Vous dites que rien ne va bien et qu'au contraire, c'est de pire en pire. Taux de chômage au plus bas. Et notamment pour les jeunes, des industrialisations l'industrialisation qui est en train de se voir avec des plans de localisation qui sont là. Je veux bien que vous soyez un peu chagrin que ce ne soit pas les conséquences de l'action menée quand la droite était au pouvoir, mais pouvons-nous être peut-être un peu satisfaits que finalement ça se porte pour notre pays? Et je ne suis pas là en train de dire tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a plus rien à faire. Au contraire, pouvons-nous regarder où on va, mais sur la base de ce qu'on a fait aussi. Par exemple, typiquement, je pense que à l'époque, c'est pas pour donner du crédit ou quoi que ce soit à la droite, mais je pense qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy était président, la France, parce qu'elle était plus puissante, ça dépendait pas que de lui, parce qu'elle était moins appauvrie,
était plus écouté sur la scène internationale. Je me souviens que quand Nicolas Sarkozy était allé à Moscou sur la question de la crise géorgienne, il avait, je suis désolé, il avait stoppé l'invasion de la Géorgie par les Russes. Ça n'a rien à voir. Si, Ça n'a rien à voir. c'est la puissance de notre pays, mais vous pouvez ne pas le voir. Aujourd'hui, la France, quand elle s'exprime sur la scène internationale, malheureusement, elle a beaucoup moins d'influence qu'il y a 10 ou 15 ans. Et ça, c'est aussi parce qu'elle s'est appauvrie. Manuel Bompard. Non, mais juste parce que vous avez raison, sans doute, on vit dans deux mondes différents. Vous pouvez vous satisfaire de telle ou telle chose. La réalité, c'est que les conditions de vie aujourd'hui dans ce pays, à l'heure où on se parle, elles sont extrêmement difficiles. Vous avez aujourd'hui une inflation sur les produits alimentaires de plus de 15%. Vous avez, j'en ai fait la démonstration tout à l'heure, des salaires qui n'augmentent pas au niveau de l'inflation. Vous avez une baisse concrète de pouvoir d'achat. Donc, vous avez dans ce pays des millions de personnes qui sont en train de se priver de nourriture. Vous avez des locataires qui se voient confrontés à des augmentations du prix des charges locatives, notamment dues à l'énergie, de 100 euros, 150, 200, 250 euros par mois. Des gens qui payent 500 ou 600 euros de loyer, qui n'ont pas les revenus pour payer ça. Ça, c'est la réalité concrète que les gens vivent. Vous voyez, ça, c'est pas des statistiques, c'est pas des chiffres, c'est une réalité concrète. Et face à cette réalité concrète, je suis désolé de vous le dire, mais vous ne faites rien sur ce sujet. Non, quand le président de la République dit... c'est de la démagogie. Non, écoutez, c'est pas de la démagogie. Essayez de le comprendre. Je voudrais vraiment vous convaincre. Quand le président de la République dit j'espère que les prix alimentaires vont baisser d'ici à l'été. Alors avant, on avait Monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est je demande aux entreprises de faire un effort. Je demande aux entreprises d'augmenter les salaires. Je demande aux entreprises de l'agroalimentaire de baisser les prix. Maintenant, c'est Monsieur j'espère, c'est Monsieur Macron. J'espère que les prix alimentaires vont baisser. Qu'est-ce que vous faites pour mettre à contribution les géants de l'industrie agroalimentaire dont tout le monde sait vous êtes pas dans l'hémicycle. Mais moi, j'ai fait des propositions, vous n'avez pas voté pour, madame. Quand j'ai proposé de bloquer les prix, vous avez voté contre. Quand j'ai proposé de geler les loyers, vous avez voté contre. On va se le redire de façon très claire. Vous n'êtes pas dans l'hémicycle. Je vous dis, si je suis dans l'hémicycle, j'ai fait des propositions, vous avez voté contre. De façon très claire. Dès le mois, c'est étonnant, on est en train en permanence de réécrire l'histoire. Mais soyons très clairs. Au mois de septembre, d'août de l'année dernière, avant même qu'on puisse commencer à étudier les textes budgétaires, la France Insoumise, la première, nous disait qu'il ne voterait aucun texte budgétaire. Dans ces textes budgétaires, il y a quoi? Il y a précisément la poursuite des boucliers tarifaires. Il y a précisément des aides sur le sujet de l'inflation. Madame, je ne sais pas, allez dans un quartier populaire. Ça vous embête que je continue ma phrase parce que ça vous gêne. Mais c'est une réalité. Maintenant, ce qu'on doit aujourd'hui être capable de se dire ensemble, c'est comment, effectivement, allons-nous adresser le sujet du travail qui paye mieux. D'accord. Oui, non, pas d'accord. Faisons-le. Écoutez-moi, vous venez de me parler, juste un exemple concret, vous venez de me parler de bouclier tarifaire. Allez dans les... Moi, je suis élu d'une circonscription à Marseille, d'un arrondissement, au 3e arrondissement de Marseille, il y a 52% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Allez dans les quartiers populaires, allez voir les gens, madame, allez voir les gens qui, je vais vous les montrer si vous voulez, vous montrent des factures de charges énergétiques de plus de 200 ou 250 euros. Et à eux, je vais leur dire, il y a un bouclier tarifaire. Mais votre bouclier tarifaire, il est percé. Il ne marche pas pour ces gens-là. Excusez-moi, c'est une réalité très concrète, ça, madame. C'est pas pour vous embêter. C'est parce que je crois que je fais mon travail quand je porte la parole de ces gens-là qui vous disent que votre bouclier tarifaire, par exemple, pour eux, il n'a eu aucun impact et aucun effet. Donc, ne me dites pas, vous ne l'avez pas voté, c'est de votre faute. Non, il est là. Est-ce que vous avez remonté ces cas particuliers mais bien sûr, au gouvernement. Mais bien sûr, vous avez attendu 10 mois pour l'étendre aux bailleurs sociaux, et même quand vous l'avez étendu aux bailleurs sociaux, il y a encore des trous dans la raquette partout. C'est une réalité, ça.